Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Aujourd'hui, le masque est partout. Sur le visage de nos amis, sur celui de la vendeuse, dans la rue aussi parfois. Le porter est devenu nécessaire en temps de Covid. Mais ce morceau de tissu qui dissimule une partie de nos traits a aussi une histoire. Du bandit au médecin, du super-héros au personnage de carnaval, il est multifonction et l'objet de tous nos fantasmes. Entre art, rite et réalité, regardez ce reportage de Marianne Icolier, on en parle juste après. Dans les nécropoles d'Égypte, le masque se résumait à une simple feuille d'or, déposée sur le visage des morts pour mouler ses traits. Le masque aujourd'hui assure de nombreuses fonctions. Elle se retrouve sur tous les continents. Munis de nos masques festifs de la Comédie de Genève, nous sommes partis pour le Lötschental, dans le Haut-Valais, à la rencontre des masques originels suisses, les Tchakata. On ne connaît pas l'origine. Il y a bien sûr des théories, il y a des idées, il y a des légendes, beaucoup de théories aussi d'ethnologues. Mais malheureusement ou heureusement, on ne le sait pas. Si on pense à la tradition, donc c'est uniquement des hommes célibataires qui ont porté le masque. Même si aujourd'hui c'est complètement différent. C'est les femmes qui le portent, les enfants, les mariés. C'est une certaine démocratisation de la tradition qui a aussi sauvé la tradition. À l'époque, c'était un jeu entre les jeunes hommes célibataires et les filles ou les femmes célibataires. Donc, ce déguisement ça permettait aussi une certaine fréquentation entre filles et garçons. Ce qui ressemble à la Suisse, c'est on se dissimulait, on restait anonyme. Là, il y a peut-être quelque chose qui est un peu suisse, oui. Le masque qui me plaît le plus, c'est celui-ci. Parce qu'il est assez rigolo. Selon moi, c'est un renard, je dirais. Parce qu'il fait un geste qui va très bien avec ce masque. Oui, ça lui ressemble. Il faut que le porteur, son déguisement, son masque, que ça correspond à lui-même. Et puis il paraît que ça lui correspond parfaitement. Il ne faut jamais essayer d'enlever un masque à un porteur. Ça finit mal. Par contre, le jeu aujourd'hui, c'est plutôt aussi de deviner qui est le sculpteur du masque. Au Lötschental, ce qui est encore plus important, ce masque, il est sculpté par qui? La famille Rieder est une des grandes familles de sculpteurs du Lötschental. Roland, le fils aîné, a accepté de nous montrer une petite partie de leur collection. C'est difficile d'expliquer pourquoi ce masque me plaît particulièrement. C'est l'ensemble, surtout le gros nez, qui à l'époque apparaissait souvent comme ça. C'est difficile d'expliquer cette fascination, mais je suis un grand fan de ce masque. Roland ne porte jamais son masque sans son costume. Un Tchakata est vêtu puis masqué. J'ai l'impression que je porte un masque, que je change un peu d'identité. En Tchakata, je deviens plus sauvage, plus agressif. C'est fascinant. En route pour un autre continent, l'Afrique. Nicolas Rousseau abrite chez lui à Neuchâtel plus de 250 masques africains. C'est vraiment une passion qui a commencé un peu par hasard. Lors de voyages en Afrique, j'aimais bien aller rencontrer des marchands. De fil en aiguille, on tombe sur une pièce intéressante, on commence à discuter, on l'achète, après on en achète une autre. Et vraiment, c'est un effet boule de neige. Alors ça, c'est un masque de la Côte d'Ivoire. C'est un masque qui sort lors de cérémonies d'initiation. Ici, on voit très nettement, au niveau du nez, une usure un petit peu plus marquée qu'ailleurs. Donc il a manifestement été porté.
Alors voilà, c'est un masque généralement utilisé dans les rites funéraires, chez les Pounous du Gabon. Un masque qui est censé représenter une femme, qui est utilisé pour, d'une certaine façon, donner à l'assistance le sentiment que la femme est toujours là, que l'esprit va lui survivre. Il s'agit vraiment de donner une image stylisée de la femme. Elle est belle, elle a les yeux clos, peut-être c'est déjà aussi une certaine forme de symbolique de la mort. En Afrique, la plupart des porteurs de masques, même si c'est des masques féminins, sont des hommes. On va initier le jeune garçon qui va assister à la danse, à la vie d'adulte qui l'attend, aux relations avec les femmes. Donc c'est véritablement une sorte d'apprentissage par un certain nombre de danses qui sont alors encore aujourd'hui pratiquées chez les Bambara du Mali. La plupart des masques sont destinés à être portés. Alors je suis conscient que lorsque je les mets au mur, ils perdent un peu de leur valeur. Ce serait peut-être un peu injurieux pour les populations qui leur accordent une importance particulière que de les porter soi-même ou de s'amuser à les porter, même si je sais que quand ils sont vendus, ils sont en quelque sorte désacralisés. La population ou le village qui vend un masque lui enlève de ce fait sa valeur magique. Notre voyage masqué nous emmène au Japon. Armen Godel est un passionné de masques du théâtre No. Je ne peux pas le porter parce que le masque est un objet sacré. Le masque va être apposé sur le visage de l'acteur et l'acteur va devenir le personnage. Donc c'est presque un geste cérémonial ou rituel. Mais la curiosité, c'est que l'acteur ne travaille pas avec le masque, il ne répète pas avec. Le masque, il ne le porte que le jour de la représentation, qui est toujours une représentation unique. L'acteur du théâtre No s'entraîne depuis sa tendre enfance à jouer. Et il accède à son premier masque à l'âge adulte. Pour pleurer, je pense que l'acteur l'inclinera vers le sol pour montrer que le personnage est un peu affligé et ce geste sera accompagné par celui de la main qui va s'élever à la hauteur des yeux comme pour cacher les larmes qui coulent. Ça peut être un geste de prière aussi. Le masque va peut-être s'élever un peu vers le ciel. Et les mains formeront un geste de prière, en se joignant un peu comme ça, sans se toucher. Le masque va guider l'acteur dans son personnage. Il vit. Oui. Le masque vit. Le monde a fait de moi une putain. Je vais faire du monde un bordel. Dans La visite de la vieille dame de Dürrenmatt, c'est le metteur en scène, Omar Porras, qui porte le masque de la protagoniste. Je ne cherchais pas à jouer une femme, simplement le masque, il fait un effet presque une alchimie qui fait que cette femme qui est en moi, cette femme que nous avons tous les hommes, comme vous les femmes, vous avez tout un homme, la masculinité aussi, elle est sortie. Omar Porras n'a pas voulu porter de masque face caméra. Les masques de théâtre conçus par son frère Freddy sont réservés pour la scène. L'acteur doit être préparé pour accéder à un masque. C'est pas dit que tout comédien puisse jouer avec un masque. Les masques, elles peuvent nous refuser aussi. Car les masques, il est chargé d'histoire, d'une histoire. Et les masques nécessitent d'être habités. Chers auditrices, chers auditeurs, c'est énorme et sensationnel, je suis bouleversé. Je vois un vieillard et je vois ses traits, je vois vous voyez, le masque facial, il commence ça pénètre, ça prend tous mes muscles jusqu'aux orteils. Et les cheveux, et puis après, il y a une transformation physique qui... Après, il n'y a plus de dents. Il n'y a plus de dents.
Après, je dois travailler pour qu'il puisse parler. Et quand il parle, est-ce qu'il a un accent? Tu es perdu. Et le masque, il projette ce qu'on a senti. C'est une projection. Je vous dis, c'est un révélateur. Enlevez-la et je vous... Défaites vos cheveux. Et... mettez-les. Ouvrez-les. Ah voilà. Je peux toucher, hein. Je vais vous toucher vos cheveux. Regardez. Et tournez votre tête vers la gauche doucement, 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 doucement. Stop. Bonjour Suzanne Chapa. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ethnologue, vous êtes spécialiste des masques et des carnavals, notamment du carnaval haut-valaisan. Alors justement, aujourd'hui, les masques sont partout. C'est un masque sanitaire dont on parle et dont on va reparler, bien sûr, tout à l'heure. Mais ça nous a donné envie de nous plonger dans l'histoire du masque de façon plus générale. On a vu dans le reportage que le masque n'a jamais été un objet anodin pour les hommes et qu'il revêt encore aujourd'hui beaucoup de significations. Expliquez-nous, Suzanne Chapa, ce qui se joue entre l'homme et cet objet si particulier qu'est le masque. Alors, pour repartir du reportage que nous avons vu, très intéressant, qui montre bien à quel point il y a une association entre le masque comme visage figé, qu'on met devant un visage naturel animé. On voit bien que c'est à cette association et qu'en fait, il y a toute l'idée de métamorphose qui est bien sûr universelle. Mais ce qui est intéressant de noter, justement, puisque vous parlez d'histoire, c'est qu'en fait, l'association qui se fait étroitement entre le visage, le vrai visage naturel et le visage plaqué, c'est un héritage que nous avons dans nos sociétés occidentales des mondes grecs et puis romain. Parce que chez les Grecs, et puis je crois que le théâtre d'Omar Porras va un petit peu dans ce sens-là, chez les Grecs, dans le théâtre grec, le même mot désigne, le même mot prosopone désigne le masque et le visage. Donc tout le jeu mensonge, vérité que nous projetons sur le masque, dans le théâtre grec, n'existe pas. Parce qu'en fait, masque et visage sont absolument équivalents. Et c'est ce que dit un peu Omar Porras, quand le comédien met sur son visage ce visage figé, il y a dans le masque même ce qu'on voit, autant de vérité qu'il y a dans le visage. Et c'est ensuite, lorsque le monde romain, et puis surtout la christianisation du monde romain, s'est emparé de cette notion de visage, d'artefact qu'on place devant le vrai visage, que le visage et le masque se sont dissociés. En latin, c'est persona, le masque, et puis le visage, c'est vultus facies, c'est-à-dire c'est en même temps la physionomie, tout ce qui bouge. Et ensuite, il y a eu toute une christianisation, bien sûr, de toutes ces pratiques qui ont conduit à leur condamnation par l'Église, une grande méfiance envers les comédiens, grande méfiance envers tout ce qui peut être de l'ordre du divertissement mondain, tout ce qui peut être de l'ordre de la transformation, porter atteinte à l'image, à l'homme à l'image de son créateur, enfin tout cette exégèse-là. Et c'est à partir de là que s'est fait cette dissociation de vérité et mensonge. Et vous avez les théoriciens du théâtre aujourd'hui justement qui retournent vers cette conception un peu grecque où il y a cette sorte d'équivalence. Et ça pose toute la question. C'est pour ça qu'on est tout le temps fasciné par le masque. Même si on essaye de comprendre, on ne pourra pas vraiment comprendre parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Un mystère, une opacité. Et c'est toute l'ambiguïté de la représentation. Est-ce que ce qu'il y a devant nos yeux, c'est une présence ou c'est une représentation? Et c'est ce qu'il y a toujours de fascinant. On va reparler de l'ambiguïté et du jeu qui se joue entre le visage et le masque. Mais d'abord, je vous accueille, Laurence Kaufmann. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes professeure en sociologie de la communication et de la culture à l'Université de Lausanne et vous dirigez aussi un projet sur le désordre et des interactions sociales en temps de pandémie. Alors, on a entendu ces mots très frappants dans le reportage. L'un des intervenants, et même plusieurs d'entre eux, dit « Quand je porte mon masque, je change un peu d'identité ». Qu'est-ce qui se passe pour l'homme ou pour la femme quand on dissimule comme ça nos traits? Alors,
Je dirais qu'il y a deux manières majeures de concevoir le masque. Il y a le premier littéral, c'est comme le montrait très bien le reportage. Hein, c'est un vrai masque sculpté de manière très esthétique, pensée, etc. Et une manière très métaphorique quand on parle de porter un masque, où c'est plutôt l'idée de jouer un rôle, d'endosser une sorte de personnage, ce que nous faisons tous. On peut jouer au sociologue, à l'ethnologue, au journaliste, à la mère de famille, au passant. Enfin, il y a tout un ensemble de rôles qu'on peut endosser. Et comme disait Suzanne Chapa, c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné une sorte de remise en question de la distance entre la personne et le masque comme étant une distance potentiellement dangereuse, une distance qui est signe de dissimulation, de feintise. En fait, les sciences sociales, elles travaillent au contraire à remontrer comment, en fait, on est toujours des personnages masqués. Et que c'est ça qui nous donne notre polyvalence et notre pluralité, en quelque sorte. Mais est-ce que ça veut dire que sans masque, même si on a toujours un masque social, mais est-ce qu'on peut dire que le visage nu, c'est le lieu de l'identité? Alors oui, après, je pense qu'il faut toujours faire la différence entre le lieu de l'identité, qui est l'identité, je dirais, civile, enfin de reconnaissance faciale, que les autorités, par exemple, tiennent beaucoup à préserver, où là, c'est associé à un nom propre, où on peut rendre des comptes en tant que porteur de ce visage et de ce nom propre. Et il y a le visage comme le lieu plus de la reconnaissance au sens moral du terme, où on reconnaît le visage de l'autre comme étant un visage qui mérite mon attention, qui mérite mon respect, et auquel je vais, sacrifier des sortes de rituels dans l'interaction, en fait. Des salutations, tous des rituels de conformité, mais aussi de communication. Oui, justement. Alors, par rapport à ce que vous dites, il y a une chose très intéressante, parce que par rapport au visage, qui peut aussi être un masque dans le sens suivant, je suis en train de lire les chroniques que le philosophe espagnol transgenre Paul Beatriz Preciado, Un appartement sur Uranus, ça vient son dernier livre. Voilà, son dernier livre, justement. Et ce qui est extrêmement intéressant par rapport à ce que vous dites, c'est quand il a demandé à l'État espagnol de faire son changement d'identité, il fallait trouver un prénom masculin. Et à ce propos, il a d'abord songé, et ça il le dit dans son introduction à son livre, il a d'abord songé à s'appeler Marcos, en référence au sous-commandant Marcos, qui était le porte-parole de l'armée zapatiste au Mexique. Et puis, il a fait cette demande, et puis il s'est dit, comme il l'explique lui-même, pourquoi Marcos? Parce que c'était une façon, ce qu'il voulait, c'était, à travers ce changement de nom, qui était lié à son visage, puisqu'il avait aussi transformé son apparence, il emploie ces mots, déprivatiser son nom de famille, ce dont il avait hérité, et collectiviser son visage. Ça m'a vraiment frappée. Puis ensuite, c'était comme une tentative, c'est ces mots que je reprends, une tentative de greffe politique qui a échoué parce que des militants sud-américains lui ont dit c'est un geste colonial. Tu es blanc, tu es homme, donc tu t'appropries quelque chose qui est de notre ressort. Et puis, il a pris par hasard, je crois que c'était un rêve, il s'est appelé Paul, et puis voilà. Mais c'était exactement comment, aussi, dans une démarche un peu transgressive, justement, ça reprend exactement ce que vous dites par rapport comme lieu de l'identité, justement, de l'identité officielle, le passeport, enfin voilà. Mais c'est-à-dire que, Laurence Kaufmann, il y a toujours un jeu entre le masque et le visage, quelque chose peut-être de l'ordre de l'ambiguïté qui est constitutive de cette relation-là? Je pense en effet. Alors après, c'est toujours, est-ce que c'est le masque social ou c'est le masque littéral dont on parle? Je pense qu'il y a en effet une ambiguïté dans le sens que le masque peut être vu dans les deux sens, en fait. Le masque peut être vu à la fois comme une marge de manœuvre incroyable, c'est un jeu dans le jeu. En fait, il peut jouer de l'interprétation, il peut se laisser prendre, il peut être complètement engagé dans son rôle ou pas. Mais il y a des
Et ce jeu, c'est une forme de... C'est un écart, en fait. Un écart entre la personne privée et la personne publique qu'on va afficher. Donc c'est une manière d'esquive, d'échapper, en quelque sorte, dans un lieu où son moi intime est gardé dans les coulisses, à l'abri des regards. Mais il y a en même temps, et là on le voyait bien dans le film aussi, quand on se laisse trop prendre par son masque, qu'il soit littéral ou social, il y a un risque de se perdre dans quelque chose, dans une forme potentiellement impersonnelle qui nous est extérieure et qui va nous asservir. Donc en fait, il y a un danger finalement de porter un masque. Suzanne Chapa, moi j'ai beaucoup aimé cette idée-là du carnaval comme un moment de tout quand tout est possible. C'est-à-dire que tous les débordements sont possibles, comme si peut-être que c'était un moment qui nous réparait de la vie très policée de la société en temps normal. Ça, c'est de nouveau une interprétation qui a une longue histoire, parce que c'est la fameuse théorie de l'exutoire, justement. Alors, est-ce que de mettre le monde cul par-dessus tête, quand on le remet à l'endroit, est-ce que les choses changent vraiment? C'est toute l'ambiguïté, et l'ambiguïté du carnaval, parce que si vous analysez un petit peu la parole politique à Carnaval, elle est très conservatrice. Vous analysez ce que disait Thomas Antonietti dans le Löwenthal, justement, l'inversion, la parodie du masculin et du féminin, c'est une façon de refaire une différenciation sexuelle forte, ce qui n'est pas le cas justement de la drag queen, telle qu'elle est analysée par Butler, où justement, c'est une façon de montrer la construction de ce personnage. Tandis qu'au contraire, dans le carnaval, on a tendance par la caricature à tout exagérer, et en exagérant, on amplifie encore la différence. Et puis, il faut dire que c'est aussi un rite un peu calendaire, donc c'est un moment où il faut refaire une sorte de conjonction sociale, un tissu, de nouveau la reproduction, assurer une régénération, une reproduction qui passe par le masculin et le féminin. Ce qui est tout à fait différent dans les démarches trans, justement, qui s'élève justement contre de nouveau cette sorte de limite qu'on refait justement. Et le rituel a tendance à refaire justement les frontières sociales. Alors quand on dit le carnaval, bien sûr, c'est vécu peut-être par quelqu'un comme une forme de libération, mais quand on analyse un petit peu tous les garde-fous, vous voyez bien maintenant, on le met dans des tentes, on embrigade tous les garde-fous, la police, la sécurité, c'est des mots, justement. Oui, la liberté est fragile dans tous les domaines. Laurence Kaufmann, sous surveillance. Sous surveillance, bien sûr. Mais si on revient peut-être plus prosaïquement au moment présent, au masque sanitaire qu'on porte, aujourd'hui, finalement, il y a un peu une sorte de trouble qu'on ressent. On ne sait plus très bien comment communiquer, on n'arrive plus très bien à... Même on entend moins bien, on ne sait plus comment se positionner. Qu'est-ce qui explique ce trouble-là qu'on ressent tous ? Alors, on pourrait dire que le masque sanitaire, c'est un peu l'envers exact du masque théâtral. Parce que le masque théâtral, on voyait bien, ça affiche une émotion extrêmement clairement, des émotions de colère, des émotions de joie. Alors que le masque sanitaire, ce qu'il fait, c'est qu'il efface ou il neutralise les expressions émotionnelles. Ce qui désamorce, en quelque sorte, nos signaux et nos repères habituels d'une interaction, où c'est quand même le sourire, c'est les gestuels comme ça, non verbales, qui sont extrêmement importantes pour s'orienter mutuellement. Donc je pense qu'il y a un côté du musellement du masque sanitaire qui est très douloureux interactionnellement, et que l'on doit vraiment réinterpréter pour rendre cette chose supportable. Bien sûr qu'il faut lui donner une autre signification qui est la signification d'une appartenance. Si on veut, l'interaction ici et maintenant, elle est socialement plus difficile, mais elle a une signification sociale et collective de plus grande ampleur, qui est celle de la survie de la collectivité dans son ensemble. Et pour ça, il faut une rationalisation forte. Est-ce que c'est peut-être pour ça que certaines personnes ont tendance à manifester contre le port du masque, à se sentir muselées, alors que c'est un outil sanitaire indispensable par les temps qui courent? Vous comprenez ces personnes, cette insurrection ou peut-être ces manifestations? C'est-à-dire que c'est en effet un premier mouvement de colère par rapport à ce désordre interactionnel, et quand même aussi ce fait que l'État se colle au corps.
Il faut le dire, et la médecine. Enfin, c'est quand même un rapprochement du contrôle ou des autorités des corps, mais qui est justifié, en l'occurrence. Donc il faut en effet désamorcer nos premières réactions carnavalesques, qui seraient de mettre les choses à l'envers. Et en effet, les mouvements anti-masques, ils sont faits au nom, la plupart du temps, d'une forme de liberté radicale. Donc c'est une sorte de revendication en dehors de la communauté ou en dehors des interdépendances. Ce qui est quand même, disons, une revendication très lourde. Mais par contre, une chose, moi, qui m'a beaucoup étonnée, c'est comment ça se fait que les masques sanitaires n'ont pas été carnavalés. Il y a eu quelques tentatives de customiser. Mais c'est comme ça. très rare. Voilà, Là, je suis venue de Lausanne à Genève, j'étais à Paris il n'y a pas longtemps. Rien. Les rues ne sont pas du tout réinvesties de toute une réemblématisation, en fait. Comment des appartenances. l'ethnologue que vous êtes, Suzanne Chapin, a réagi à cela, au port du masque sanitaire aujourd'hui? C'est-à-dire, moi, ce qui est nécessaire, comme vous dites, Laurence, ce qui est absolument nécessaire, bien sûr, c'est le contrôle public pour la raison de la survie de la collectivité, mais en même temps, on voit tellement le diktat quand même d'experts qui eux-mêmes entre eux se contredisent, ne savent pas. Puis la grande difficulté, c'est quand même de faire comprendre que la science, elle est en train, l'observation se fait au fur et à mesure. Et puis il faudrait aussi faire accepter cette espèce de doute général, et puis que les mesures, elles peuvent être contradictoires. Dieu sait si elles ont été contradictoires entre les tests et puis les masques. Donc forcément que ça suscite des questions qui sont légitimes. Mais alors après, comme vous dites, il y a la question de l'enjeu entre la liberté individuelle et puis après quand même la survie quand même collective d'une collectivité. Alors c'est toujours cette négociation entre l'individu et puis l'appartenance. Entre la santé et la liberté. En tout cas, je vous remercie infiniment, mesdames, d'être venues aujourd'hui sur le plateau. Quant à vous, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou nous écrire sur les réseaux sociaux.